Donc bonjour, donc le leçon sur la synthèse d'une espèce chimique. Alors depuis le début de l'année, on étudie les réactions chimiques, mais on n'a pas vu concrètement comment on réalisait, euh, un, comment on faisait pour faire un produit chimique pur en partant des réactifs et puis jusqu'à l'obtention d'un produit pur, un médicament, un parfum, etc. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va voir là, donc c'est une leçon plus expérimentale, moins théorique que les autres. Alors, donc je vais commencer. Alors d'abord, vous voyez le titre de la leçon, c'est synthèse d'une espèce chimique. Alors on ne dit pas en chimie fabrication d'un médicament, si ça se dit, mais on parle plutôt de la synthèse d'un médicament, synthèse d'un parfum, parce que le mot synthèse en fait regroupe plusieurs étapes. Voilà, et ces étapes, il faut les connaître. Alors, je crois que c'est ce que j'ai mis, voilà. Les 4 étapes d'une synthèse. Alors, la première étape, c'est bien sûr la transformation chimique, l'étude de la transformation chimique, la réalisation de la transformation chimique. Alors, une fois qu'on a fait la transformation chimique, mettons qu'on ait une réaction lente. On met on met deux réactifs, par exemple, une réaction limitée, pardon. On met les deux réactifs, il se forme le produit formé, il peut y avoir d'autres sous-produits, mais comme la réaction est limitée, il reste encore des produits. Donc du coup, à la fin de la réaction, on a un mélange. On a les produits plus les réactifs. Donc l'espèce synthétisée, l'espèce à fabriquer, n'est pas isolée. Donc la deuxième étape, c'est extraire l'espèce étudiée du mélange réactionnel. C'est ça la deuxième étape. Donc ça je dis, voilà. Extraction du produit CT du mélange réactionnel. Alors une fois qu'on a extrait le produit souhaité, il n'est pas pur, il y a des impuretés, il peut y avoir un petit peu des impuretés acides, des impuretés de l'eau, etc. Donc il faut enlever toutes ces impuretés, il faut le purifier. C'est la troisième étape. Et une fois qu'il est purifié, il faut bien vérifier qu'on a un corps pur, que c'est le bon corps pur, donc c'est la vérification. Voilà, donc ces 4 étapes d'une synthèse, il faut les connaître. Alors, donc je vais parler un petit peu des quatre parties. Là. Donc je vais commencer par la transformation chimique. Alors on a vu qu'il existait deux types de réactions, les réactions limitées, les réactions totales et les réactions limitées. D'accord. Alors le problème des réactions limitées, c'est qu'on obtient parfois pas beaucoup de produits parce que le rendement est mauvais. Le rendement de la réaction est mauvais. Donc ce qui serait bien, c'est augmenter le rendement des réactions limitées. Donc du coup, quand on a une réaction limitée, on peut augmenter le rendement de deux façons. Alors on l'a fait en TP la semaine dernière. Et cette façon, c'est de mettre un des réactifs en large excès. Donc je reviendrai, donc j'écris, voilà, introduire un des réactifs. Donc dans la leçon suivante, on va expliquer tout ça, pourquoi c'est comme ça, dans la leçon suivante. Mais là, pour l'instant, il faut retenir, c'est en rouge, il faut retenir cette règle. Voilà, alors il y a une deuxième façon pour augmenter le rendement d'une réaction limitée, c'est de retirer, d'extraire le produit formé au fur et à mesure que la réaction se fait. Quand la réaction se fait, on retire le produit formé du milieu réactionnel, et ça augmente ça augmente le rendement de la réaction. On le verra aussi, on expliquera ça aussi la semaine prochaine, la prochaine leçon de chimie. Voilà, c'est là. Alors, en fait, il existe aussi deux autres grands types de réactions, les réactions rapides et les réactions lentes. Donc ça fera l'objet d'une leçon, d'un chapitre, mais plus tard. Et donc quand on est en réaction lente, ça veut dire que le produit formé met longtemps à se former. Et on aimerait qu'il mette moins longtemps à se former. Donc voilà les techniques expérimentales pour accélérer une réaction, pour diminuer la durée de la réaction. Alors, il y a trois façons de faire. Alors on peut cumuler ces façons de faire, et si on les cumule, ça ira plus vite. Alors la première façon de faire, c'est de chauffer les réactifs, chauffer le milieu réactionnel. Voilà, faire la réaction à haute température. Voilà, ça permet d'accélérer la réaction, de diminuer la durée de la réaction. La deuxième chose, c'est d'augmenter la concentration des réactifs. Alors ça pareil, on applique la règle, mais on expliquera tout ça quand on fera la leçon. Et enfin, c'est utiliser un catalyseur. Voilà. Alors le catalyseur se met en très petite quantité parce qu'en fait il n'apparaît pas dans l'équation bilan, donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà,
petite quantité, quelques gouttes. Donc dans un énoncé d'exercice, dès qu'on met quelques gouttes de quelque chose, c'est en général le catalyseur. Ça sert à accélérer la réaction. Donc voilà, voilà ce que j'ai à dire sur la transformation chimique. Bon, alors maintenant, on va voir quand on a un mélange, on a fait notre réaction, notre transformation chimique, la réaction lente par exemple, on a plein de produits et les réactifs, comment extraire ah oui, alors oui, j'ai oublié. Alors pour chauffer les réactifs, pour augmenter la température, on ne fait pas n'importe comment, hein, on utilise un montage qui s'appelle le montage à reflux, un chauffage à reflux. Donc voilà le montage, c'est le montage qu'on a utilisé la semaine dernière en TP, donc je rappelle un petit peu. Donc les réactifs, on les met ici, on met des pierres ponces pour avoir une ébullition régulière. On met ça dans un ballon. Chauffe-ballon, le chauffe-ballon va chauffer le milieu réactionnel. Le milieu réactionnel va se mettre à bouillir, les vapeurs vont monter. Mais ici, on a ce qu'on appelle un réfrigérant vertical. Hein, de l'eau froide arrive ici, donc et ressort là. Donc ce tuyau a des parois froides. Donc les vapeurs chaudes rencontrent les parois froides et se condensent. Donc du coup, les vapeurs se condensent et retombent dans le milieu réactionnel. Donc c'est un moyen de chauffer le milieu réactionnel, mais sans perdre de matière. Alors voilà, tout ça je l'ai dit. Voilà. Donc ce montage permet de chauffer le milieu réactionnel sans perte de matière. Alors maintenant, extraction. Alors, donc on va voir plusieurs techniques. Donc la première technique qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle l'extraction liquide-liquide. Alors je vais prendre un exemple. Hein. Par exemple, on veut faire un ester. Alors un ester, ça se fait en mélangeant donc un acide liquide avec un alcool liquide, réaction limitée, et ça donne un ester et de l'eau. Alors le nom des acides, des alcools et des esters, voilà, il y a des noms, hein. Mais là je fais le cas général. L'acide, ça pourrait mettons, être l'acide éthanoïque, l'alcool, le méthanol, l'ester, l'éthanoate de méthyle et l'eau. Mais bon, pour simplifier, je donne ces noms-là. D'accord. Alors, donc, on a fait la réaction chimique, et donc à l'issue de la réaction chimique, comme la réaction limitée, ben, ces 4 espèces sont présentes dans le milieu réactionnel que je représente dans le ballon ici. Et l'objectif, c'est d'isoler l'ester du reste. Hein. Donc c'est ce qu'on va faire dans la leçon. On va voir comment à la fin on arrive à l'ester seul. On fait ça en plusieurs étapes, ça se fait pas simplement. D'accord. Alors, donc l'idée de l'extraction liquide-liquide, c'est il faut choisir un solvant, un autre solvant, on choisit un autre liquide, si vous voulez, que le liquide là, hein, un liquide pur, qui permet d'isoler l'ester. Alors pour ça, on a des indications quand même. Alors, voilà, donc on a quelques propriétés de l'acide, de l'alcool et des esters. On a la densité, et donc on a une proposition de solvant qui est l'eau, et on donne la solubilité dans l'eau de l'acide, de l'alcool et de l'ester. Hein. Donc l'acide se dissout bien dans l'eau, l'alcool se dissout moyennement dans l'eau, et l'ester ne se dissout pas bien dans l'eau. Hein. La dissolution est faible. Donc là, c'est la même chose, mais c'est pour l'eau salée. Alors quelle est la différence? Elle est ici. L'ester ne se dissout pas du tout bien dans l'eau salée. Donc ça veut dire que si on mélange de l'ester et de l'eau salée, ça ne va pas se mélanger, il va y avoir 2 phases. D'accord. Donc ça c'est bien, parce que ça permet de séparer l'ester, d'isoler l'ester. Mais il faut aussi il faut regarder les autres. Hein. Donc l'acide, lui, son acide, elle est forte dans l'eau salée. Hein, donc lui, il va bien se mélanger avec l'eau salée. Et l'alcool, eh ben, sa solubilité est moyenne, c'est-à-dire qu'il va se dissoudre un peu dans l'eau salée. Hein, il va se dissoudre un peu dans l'eau salée. Donc bref, il vaut mieux prendre comme solvant l'eau salée, parce que l'ester a une solubilité très faible. Donc il y aura un tout petit peu d'ester dans l'eau salée, et il y en aura un petit peu plus dans l'eau. Donc comme nous on ne veut pas perdre du tout d'ester, hein, on veut qu'il soit bien isolé, il vaut mieux prendre l'eau salée. Voilà, donc concrètement comment on fait? Donc on prend ce qu'on appelle une ampoule à décanter. Voilà, c'est ce récipient avec un petit robinet. Donc on verse le contenu du ballon dans l'ester, et on verse de l'eau salée.
Voilà, on bouge, on agite tout ça, on agite, voilà. Et à l'issue du mélange, on laisse décanter, donc on va voir deux phases. Alors on essaye de voir un petit peu ce qui va se passer. Eh bien, l'ester ne va pas du tout se mélanger. Alors on va voir deux phases, il y en a une qui va s'appeler phase organique, où il y aura l'ester, hein, des molécules organiques, et phase aqueuse, où il y aura l'eau salée. Donc, dans la phase organique, on va avoir l'ester, puisqu'il ne se dissout pas du tout bien dans l'eau salée, et il va y avoir un peu d'alcool, parce que l'ester, sa solubilité n'est pas énorme dans l'eau salée. Voilà. Donc l'alcool, il va aller en partie dans l'eau salée et en partie dans l'alcool. Alors il va peut-être aller un peu plus dans l'eau salée que dans l'ester. Donc on va avoir un petit peu d'alcool. Alors, on aura aussi dans l'ester quelques traces d'acide et quelques traces d'eau. D'accord. Et dans l'eau salée, on va avoir beaucoup d'acide, hein, puisque c'est dissous, ça se dissout bien, et de l'alcool. D'accord. Et bien sûr le sel. Voilà, donc ça je l'ai mis là. Donc phase organique, hein, voilà, on a dit de l'ester, un peu d'alcool, un petit peu d'eau et d'acide, puisque quand on mélange, bon, il y en a un petit peu quand même qui se dissout dans l'ester. Et la phase aqueuse, eh bien, on a l'eau, le sel, l'alcool et l'acide. Alors vous voyez, les phases, la phase organique j'ai mis en haut, et la phase aqueuse j'ai mise en bas. Donc ça, on peut vous demander de justifier la position des phases, et donc pour ça il faut regarder les densités. Hein. Le liquide qui a la densité la plus faible se trouve en haut, il surnage. Donc il faut regarder quelle est la densité de cette phase-là par rapport à la densité de la phase aqueuse. Bon, la densité de la phase aqueuse, il y a surtout de l'eau, puisqu'il y a beaucoup d'eau là-dedans. Donc en gros c'est 1, d'accord. En gros c'est 1. Alors maintenant voyons voir la phase organique. Donc la phase organique, il y a beaucoup d'ester dans la phase organique. Donc regardons la densité de l'ester. La densité de l'ester, c'est 0,86, donc c'est inférieur à 1. Voilà. La phase aqueuse, on a dit qu'il y avait beaucoup d'eau, donc sa densité c'est 1. En plus de ça, il y a un acide avec une densité un petit peu plus forte. L'acide est très soluble, donc c'est peut-être un petit peu supérieur à 1, mais bon, en gros c'est 1. Et là, l'ester, c'est en gros entre 0,8 et 0,9, on va dire. D'accord. Comme il y a un petit peu d'alcool, je sais pas, ça peut peut-être 0,85. Voilà, bon, bref, entre 0,8 et 0,9. Voilà. Donc du coup, il est logique que la phase organique surnage, puisque la densité de ce liquide est plus faible que celle de l'eau, que celle de la phase aqueuse. Donc voilà ce qu'il faut retenir. La phase la moins dense surnage. Ça veut dire surnage, ça veut dire qu'elle est au-dessus. D'accord. Ça on retient. Alors, donc voilà, donc maintenant dans ma phase organique, dans la phase organique, j'ai ces espèces-là. Alors petit à petit, il faut avoir l'ester pur. Voilà, c'est ça, petit à petit, on va enlever l'alcool, on va enlever l'eau, on va enlever les traces d'eau, les traces d'acide. Alors, la deuxième étape, là, porte un nom, on appelle ça le lavage de la phase organique. D'accord. Donc du coup, voilà, donc le lavage d'une phase organique, c'est éliminer certaines impuretés, et là on va éliminer les impuretés acides. Alors ce que je fais, donc, on ouvre le petit robinet ici, la phase aqueuse part, on l'enlève, on s'en occupe pas, et dans l'ampoule à décanter, on garde la phase organique. Voilà, c'est ce que j'ai dessiné ici. Donc là, la phase aqueuse est partie, on garde cette phase-là qui est là. D'accord. Et donc voilà ce qu'on va faire pour éliminer la phase acide. On va mettre une solution aqueuse particulière, donc ça vous n'allez pas le savoir, je vous le dis, qui contient ces ions-là. Et donc ces ions-là, donc dans la phase organique, on a un peu d'acide, on a des traces d'acide. Et bien ces ions-là vont réagir sur l'acide selon la réaction suivante. Selon la réaction suivante. Alors qu'est-ce qui se forme? Il se forme un gaz, ok, très bien, CO2, et il se forme une base ionique, bon, des ions pour faire simple. Et les ions, c'est très soluble dans l'eau, les ions, parce que la molécule d'eau, en fait, elle attire les cations, elle attire les anions. La molécule d'eau, elle aime bien les ions. Donc dès qu'on a un ion, c'est très soluble dans l'eau. Voilà. Donc du coup, on mélange cette solution aqueuse. Donc on va avoir à nouveau deux phases, puisqu'on a beaucoup d'eau et l'eau ne se mélange pas avec la phase organique. Voilà, on agite bien. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'acide va totalement réagir. Donc il va se former un gaz, très bien, et il va se former des ions, mais qui vont aller dans l'eau. Donc quand on aura décanté, quand on laissera reposer la solution, eh bien les acides auront disparu, et dans la phase aqueuse, eh bien on aura de l'eau, ça, parce que c'est en large excès, et
ces ions-là, la base ionique qui sera dans l'eau. Voilà, c'est ce que j'ai mis ici. Voilà, donc vous voyez, la phase organique n'a plus les traces d'acide. Et la phase aqueuse, voilà, alors bon, alors je le mets entre parenthèses, hein, c'est pas la peine de préciser s'il y a la phase aqueuse, mais je le mets entre parenthèses, bon bien sûr il y a l'eau, alors il y a un peu d'alcool, parce qu'il y a un petit peu d'alcool il y a de l'alcool, j'aurais peut-être dû mettre un peu, hein. Il y a un peu d'alcool qui se dissout, la base ionique, bon voilà, et puis il y a un tout petit peu d'ester aussi, hein, des traces d'ester, on en perd à chaque fois un petit peu, hein. On perd, j'aurais peut-être dû mettre traces d'alcool et traces quoi, bon l'alcool un peu, et puis traces d'ester j'aurais dû mettre, mais bon, on ne rentre pas dans les détails quand même, hein. Ce qui est important là, pour nous, c'est d'avoir éliminé les traces d'acide. Alors voilà, donc maintenant on a ces trois espèces. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va éliminer les traces d'eau. Donc ça porte un nom, ça. On appelle ça faire sécher la phase organique, hein, le séchage de la phase organique. Voilà, sécher une phase organique, c'est éliminer les traces d'eau. Hein, éliminer les traces d'eau. Alors comment on fait? Alors, on ouvre le petit robinet, la phase aqueuse, on s'en occupe pas, hein, elle ne nous intéresse pas, et la phase organique, on la récupère dans un bécher. Voilà, ça c'est la phase organique qu'on a récupérée. Voilà, ça c'est ça. Et ce qu'on met, on met une poudre qui est insoluble dans la phase organique et qui est déshydratée, hein, qui est anhydre. Alors bon, là, ce qu'on met en général, c'est du sulfate de cuivre, c'est du sulfate de magnésium anhydre. Anhydre, ça veut dire déshydraté, sans eau. Et cette poudre, elle a la propriété d'absorber les molécules d'eau. Donc cette poudre va s'hydrater, hein, ça va gonfler un peu, ça va s'hydrater, voilà, mais elle ne va pas se dissoudre. Donc à l'issue, on va voir voilà, un dépôt ici, et ça c'est du sulfate de magnésium hydraté, d'accord. Et donc du coup, dans la phase organique, là, eh bien, il n'y a plus de traces d'eau. Donc on n'a que l'ester et l'alcool. Bon, alors pour séparer la phase liquide de la phase solide, on filtre, hein, filtration. Voilà, ça permet de séparer. Alors il y a deux types de filtration, filtration normale avec un filtre, voilà, et puis une filtration sous vide, filtration avec un Buchner qu'on verra en TP. Hein. Bon bref, on filtre, voilà, donc en filtrant, eh bien, le sulfate de cuivre est éliminé, pardon, le sulfate de magnésium est éliminé, voilà, et donc du coup on obtient la phase organique qui ne contient que de l'ester et de l'alcool. Alors maintenant on doit séparer ces deux liquides purs. Alors quand on a un mélange de liquides purs, ce qu'on peut faire pour les séparer, c'est une distillation. Une distillation permet de séparer des liquides purs. Voilà, donc je mets le montage de distillation et je le commente. Donc dans le ballon, on met l'ester et l'alcool, ici. On met des pierres ponces pour avoir une ébullition régulière. On fait chauffer. Donc les vapeurs montent. Alors vous voyez, ce montage, il ressemble au montage du chauffage à reflux, mais il est un petit peu différent. Hein, vous voyez, hein, il est un petit peu différent. Donc les vapeurs montent dans cette colonne, qu'on appelle colonne de distillation ou colonne de Vigreux. Voilà. Et donc l'idée est la suivante. Les deux liquides ont des températures d'ébullition et de liquéfaction différentes. Et donc l'idée, c'est que la température en haute colonne soit égale à la température d'ébullition du liquide le plus volatile. Alors on va regarder un petit peu les températures. Alors notre ester, il bout et il se liquéfie à 62 degrés, et l'alcool bout et se liquéfie à 73 degrés. Donc on chauffe, on règle le chauffage ici, de telle sorte qu'en haute colonne, on a 62 degrés. Voilà, hein, voilà on règle, voilà. Voilà, faut pas chauffer trop fort, etc. Et à un moment donné, on a 62 degrés. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a des vapeurs à 62 degrés. Ces vapeurs à 62 degrés, elles montent, voilà, elles sont ici, elles vont dans le petit tuyau, là. Et vous voyez, ici, on a un réfrigérant oblique. Hein, ici, on a de l'eau froide qui circule. Donc, les parois ici sont très froides. Donc, les vapeurs à 60 degrés se condensent, puisque c'est froid ici. On a des gouttes qui apparaissent. Et ces petites gouttes tombent. Ces petites gouttes tombent et donc on obtient de l'ester pur, tandis que l'alcool, lui, qui est à 73 degrés, bon, bah, il va être plus bas, hein, l'alcool il va être plus bas. Mais si on chauffe, mettons, à 80 degrés ici, si en haute colonne on a 80 degrés ici, eh bien ça veut dire que ici on a des vapeurs à 80 degrés, donc là, ça veut dire que l'ester et l'alcool passent ici, d'accord. Donc là on n'aura pas séparé les deux espèces. Hein. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en haute colonne,
il faut, en haute colonne de distillation, il faut que la température du thermomètre, la température, soit égale à la température du liquide le plus volatile, ici l'ester. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai écrit ici. Alors, une dernière petite remarque. Alors, cette technique fonctionne, si les températures d'ébullition ne sont pas trop proches. Parce que si on avait eu 64 degrés pour l'alcool, 62-64, c'était trop près. Là, voilà, on n'est pas sûr qu'il y aurait peut-être eu un petit peu d'alcool qui serait passé. Donc, il faut que les températures d'ébullition ne soient pas trop proches pour que ça fonctionne. Et ça, c'est ce que j'ai écrit ici. D'accord. Très bien. Donc, du coup, là maintenant, si j'ai bien travaillé, eh bien j'ai l'ester pur ici, et dans le ballon, il reste l'alcool. D'accord. Et là, j'ai l'ester pur. Donc maintenant, il faut que je vérifie que l'ester est pur. Donc je vais parler un petit peu de la vérification maintenant. Alors je vais montrer 3 techniques. Alors la première technique, c'est la chromatographie sur couche mince. Alors on va imaginer que voilà, il y a 2 personnes qui ont fait toute cette manipulation là que je viens de décrire, et donc les 2 personnes veulent vérifier si chacune d'elles a fait la synthèse correctement, c'est-à-dire obtenir un ester pur. D'accord. Donc du coup, donc ils vont faire une chromatographie. Alors ils vont donc le premier va prendre une goutte de solution du produit synthétisé, une goutte du produit synthétisé, et la pose ici. Celui qui a fait le même montage prend aussi une goutte de produit synthétisé et le pose ici. Alors, on connaît l'ester synthétisé. Donc, on prend au laboratoire le flacon qui contient cette molécule, ou l'ester commercial, si vous voulez, on met une goutte ici. Alors, l'éventuel problème, c'est qu'il peut rester un peu d'alcool. Donc, on prend dans les placards du laboratoire l'alcool pur, ou l'alcool commercial, et on pose une goutte ici. On pose cette plaque de chromatographie dans l'élément. L'élément monte dans la plaque, il emporte avec lui les espèces chimiques, et elles se déplacent par la même vitesse. Et voilà, quand le front d'élément arrive un peu en haut, on enlève la plaque. Et voilà ce qu'on obtient. On met la plaque sous lampe UV, et voilà ce qu'on obtient. Alors on va analyser. Donc la première synthèse, voilà, donc c'est ça. Donc déjà, on peut dire qu'elle n'est pas réussie, parce qu'on n'a pas un corps pur. On aura un corps pur si on avait une tâche. On n'a pas un corps pur, donc la première synthèse n'est pas réalisée. Mais alors maintenant, poursuivons, voyons voir si on a quand même l'ester réalisé. Alors l'ester souhaité, c'est celui-là, c'est l'ester commercial. Donc cette tâche est à migrer au même niveau, donc oui, dans notre synthèse, l'ester synthétisé est bien l'ester souhaité. Alors l'impureté, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'alcool commercial a migré jusqu'ici, comme l'impureté ici. Donc l'impureté est bien l'alcool. Donc voilà, la première synthèse est ratée, on a bien synthétisé l'ester, mais il y a une impureté, c'est l'alcool. La deuxième ester, il y a une tâche, donc c'est un corps pur, ça c'est bien, et ce corps pur correspond à l'ester que l'on souhaitait. Donc la deuxième synthèse est bien réalisée. Voilà, donc ça c'est la première technique de vérification. Alors la technique que je vais vous montrer maintenant, c'est quand le produit synthétisé n'est pas un liquide, mais un solide. Par exemple, le paracétamol, l'aspirine. Alors, le paracétamol pur a une certaine température de fusion, qui est référencée, on la connaît. Et si elle est impure, eh bien, ça ne sera pas cette température de fusion. Donc, le banc Hoffler, c'est une plaque, un dispositif qui permet de mesurer la température de fusion de l'espèce synthétisée, et si elle est égale à l'espèce pure, à la valeur de la température de fusion de l'espèce pure, eh bien c'est qu'on a bien fabriqué le bon produit. Si elle est différente, ça veut dire qu'il y a une impureté. Donc le banc Hoffler, ça sert à vérifier, à mesurer les températures de fusion du produit synthétisé, et de vérifier la pureté d'un produit. Voilà, pureté d'un solide pur. Voilà. Alors, le réfractomètre, donc ça c'est quand on fabrique des liquides purs. Voilà, pour l'ester on aurait pu faire comme ça. Donc on a un liquide pur, on veut vérifier sa pureté. Et bien ce qu'on fait, on mesure son indice de réfraction, puisque c'est un liquide, la lumière peut passer à travers.
Alors c'est pour les liquides incolores, hein, pas les liquides transparents. Hein. Pour les liquides transparents, bon, les esters ce sont des liquides transparents. Donc on mesure l'indice de réfraction. Alors on connaît la valeur de l'indice de réfraction du produit pur, ça c'est référencé, et on compare. Si on n'obtient pas le même indice de réfraction, ça veut dire qu'il y a une impureté. Voilà. Alors enfin, la notion de rendement de synthèse, eh bien, c'est la même définition que le rendement qu'on a vu pour les réactions chimiques, c'est la même définition. Hein, c'est la masse de produit formé divisée par la masse de produit maximale. Alors, sauf que là, la masse de produit formé, comme c'est pour la synthèse, eh bien, c'est la masse de produit formé à la dernière étape, hein, après l'étape de purification. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des extractions, etc., qu'on fait des purifications, eh bien on perd un petit peu de produit. Hein. L'ester, il est très faiblement soluble dans l'eau, mais il y a quand même une petite partie qui va dans l'eau. Donc à chaque fois qu'on met de l'eau, on en perd un peu. D'accord. Voilà, donc ça je l'ai précisé. Donc la masse de produit formé, donc c'est à la fin, tout à la fin de la synthèse, une fois qu'on a purifié. Et la masse maximale, donc ça ne change pas, c'est la masse de produit formé en considérant la réaction comme totale. Voilà. Alors cette formule, elle est aussi valable avec les quantités, hein, on avait vu, c'est le même genre de formule. Et bien voilà, cette leçon est terminée.